Bonjour à tous les deux et bienvenue dans le 64 minutes. Stéphane Foucard, d'abord vous êtes journaliste au Monde, spécialiste de l'environnement. Vous avez notamment enquêté sur l'utilisation du fameux herbicide glyphosate de Monsanto. Aujourd'hui, votre dernier livre est Le monde devint silencieux, publié au Seuil, qui est un réquisitoire en quelque sorte contre l'agrochimie qui serait responsable, d'après vous, d'un désastre écologique, la quasi-disparition des insectes à cause d'un usage massif des pesticides depuis un quart de siècle. On va en parler. Puis Thierry Hoquet, vous êtes philosophe des sciences naturelles. Vous nous direz les rapports complexes que les hommes entretiennent avec les insectes et pourquoi nous avons tendance à sous-estimer la gravité de la disparition de ces insectes. Alors Stéphane Foucard, votre livre part d'un constat. De moins en moins d'insectes s'écraseraient sur les pare-brises de nos voitures. Les insectes volants disparaissent de la surface de la Terre. Quelle est l'ampleur du désastre ? Alors comme vous l'avez dit, il y a une étude célèbre qui a été publiée en octobre 2017 et qui montre que dans une sélection de 62 ou 63 zones protégées d'Allemagne, et donc qui sont des zones protégées qui sont représentatives d'une grande variété de paysages de l'Europe occidentale, en tout cas des paysages de basse altitude de l'Europe occidentale, eh bien 75% des insectes volants ont disparu. C'est la biomasse, c'est le poids d'insectes. En 25 ans, exactement. Ouais. Donc c'est un effondrement d'une rapidité absolument stupéfiante. C'est quelque chose de, je pense qu'on a du mal à imaginer. On a du mal à imaginer ce que ça peut faire sur l'environnement. Et c'est un effondrement beaucoup plus rapide que pour les autres espèces animales. C'est un effondrement qui est beaucoup plus rapide que pour les autres espèces animales. On parle souvent des oiseaux, des grands mammifères, etc. En Afrique, les grands mammifères emblématiques de la lutte pour la conservation de la biodiversité. Ouais. On est là sur des rythmes de disparition qui sont beaucoup plus rapides. Ouais. Ouais. Et si ça continue, il y aurait bientôt plus d'insectes sur Terre. Alors, il en restera toujours quelques-uns, bien évidemment. Mais en tout cas, dans les zones agricoles, donc dans ces paysages de basse altitude de l'Europe occidentale, qui sont soumis à une agriculture industrielle très dépendante des intrants chimiques, dans ces zones-là, il y a une chance, il y a un risque non nul pour qu'il y ait presque plus d'insectes à échéance de quelques années ou quelques dizaines d'années. Thierry Hoquet, la disparition des insectes préoccupe le philosophe que vous êtes ? Bien sûr, c'est-à-dire, là, je pense qu'il y a un mauvais mot quand on parle de pesticides, par exemple, ou d'insecticides, parce que comme si ces substances chimiques qu'on déversait ne pouvaient viser que certaines espèces vivantes, alors qu'en fait, ça touche, ce sont des biocides, en fait, ça touche la vie de manière beaucoup plus large. Je trouve que le terme insecticide est extrêmement... comme si la toxicité était limitée à certaines espèces, comme s'il y avait vraiment des cibles. C'est ça qui est un peu trompeur, je trouve, dans cette affaire. Et quand les insectes disparaissent, ça veut dire qu'il y a des problèmes beaucoup plus fondamentaux qui touchent les écosystèmes. Et puis les êtres humains que nous sommes n'aiment pas tellement les insectes, donc on s'en fout un peu. C'est ça. Il y a une belle phrase de Michelet qui dit « Quelle taille faut-il avoir pour avoir droit à votre compassion ?» vous voyez. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de repoussant dans l'insecte. D'abord, ça a été pendant longtemps des ennemis pour les productions agricoles, pour un ensemble d'activités humaines. Donc l'insecte a été souvent dans l'adversité. Et puis ensuite, je pense que, comment dire, fantasmatiquement, peut-être on pourrait dire, l'insecte incarne une sorte de corps mécanisé, de corps sans âme, qui fait peur en fait. C'est plus difficile de mobiliser pour des insectes que pour les pandas ou les dauphins. Oui, sans doute, on a plus d'empathie spontanément. Alors, avant de parler des causes, un mot des conséquences de cette disparition des insectes. C'est très grave pour la biodiversité et c'est très grave pour notre alimentation. Oui, il y a une très grande part de ce qu'on mange qui dépend de la pollinisation par les insectes. On parle beaucoup des abeilles, mais il y a aussi des cultures qui dépendent de la pollinisation d'autres insectes, comme les bourdons par exemple, ou d'autres. Et il y a énormément de plantes sauvages, de ce qu'on appelle les adventices, de fleurs de nos campagnes, qui sont inféodées à certains insectes, des papillons, d'autres... Donc ça veut dire que si les abeilles et les bourdons disparaissaient, il y aurait comment dirais-je, des plantes qui nous nourrissent, qui disparaîtraient. Exactement, qui nous nourrissent et qui ne nous nourrissent pas. D'ailleurs, c'est toute la biodiversité de nos zones agricoles, en fait, qui est menacée. Alors, l'essentiel de votre livre concerne les causes de la disparition des insectes. Et pour vous, aucun doute, c'est la faute des pesticides ou des biocides, et en particulier ces pesticides hyper puissants qu'on appelle les néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, oui, que les journalistes appellent parfois les tueurs d'abeilles, et qui ont été introduits dans les années 90 et qui ont progressivement remplacé une grande part des insecticides jusque-là existants, qui étaient beaucoup plus nocifs pour les humains, cette fois, les organophosphorés ou les carbamates, tout ça est progressivement, ou est en train progressivement de sortir du marché, a été remplacé par ces insecticides qui sont extraordinairement toxiques pour les insectes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, vous prenez 1 gramme d'imidaclopride, donc une de ces molécules,
elle est capable de tuer autant d'abeilles que 7 kilos de DDT. Donc le DDT, ce vieil insecticide qui a été interdit dans les années 70. Donc vous voyez un petit peu quelque chose que vous sentez à peine. C'est hyper puissant. Voilà, c'est extraordinairement puissant. Et surtout, le mode d'application, la façon dont on utilise ces produits a changé radicalement par rapport à ce qu'on faisait il y a encore quelques décennies. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont utilisés en traitement de semences, c'est-à-dire qu'on traite par défaut les grandes cultures, c'est la graine qui est enrobée du toxique et le toxique va imprégner l'ensemble des tissus de la plante tout au long de sa vie. Utiliser des pesticides comme ça, c'est presque suicidaire pour le philosophe que vous êtes. L'être humain se suicide à petit feu. Disons que ce qui est frappant, c'est que c'est en fait un certain modèle d'agriculture, une agriculture extensive. Et pour nous, ça a été quelque chose qu'on a tété au biberon pratiquement, c'est-à-dire cette idée que c'était une agriculture mécanisée, une agriculture moderne et que notre indépendance alimentaire dépendait de tout ça. Or, c'est ça qu'on est en train de contester quand on dit que le mode de gestion des toxiques ici est délétère, destructeur pour la vie. Donc ça nous oblige vraiment à faire une révolution mentale parce que voilà, c'est derrière ça l'idée de l'indépendance alimentaire, voilà, des choses fondamentales pour l'espèce. Comment on peut être sûr que ce sont les pesticides? Parce qu'il peut y avoir plein d'autres causes possibles à la disparition, la raréfaction des insectes. Ça pourrait être le changement climatique, ça peut être la bétonisation, ça peut être la disparition des haies. Il y a plein d'arguments. Ce sont des comptes, je me fais l'avocat du diable, mais bien sûr. C'est aussi une réalité, tout ça. C'est une stratégie de communication et d'instrumentalisation du discours scientifique qui a été mise en œuvre par l'industrie agrochimique, exactement comme dans les années 50 et 60. L'industrie du tabac disait que le cancer du poumon, alors c'était peut-être éventuellement la cigarette, mais c'était aussi la pollution atmosphérique, c'était aussi le radon, c'était aussi... Alors ça, c'est quelque chose de très fort dans votre bouquin, c'est que vous faites vraiment la comparaison, le parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 50, vous venez d'en parler, avec l'industrie du tabac. Pendant des années, on nous a dit que c'est pas cancérigène. Exactement. Et on a utilisé plein de biais pour, au contraire, faire croire aux gens que fumer c'était viril, machin, tout ça. Et en fait, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées par l'agrochimie. Exactement. Et on parlait tout à l'heure de cette étude allemande qui montrait donc l'effondrement de la biomasse d'insectes volants en 25 ans. 25 ans, c'est exactement, c'est depuis 25 ans qu'on a introduit ces nouvelles molécules insecticides. Et cette étude a testé énormément d'autres paramètres qui sont souvent mis en avant par l'industrie agrochimique pour expliquer le déclin. La quantité d'azote dans les sols, l'augmentation de la température due au changement climatique, l'éclairage éventuellement nocturne, qu'il n'y a pas, puisque ce sont des zones agricoles, protégées qui ont été testées. Il y a énormément comme ça, le vent, la pluie, il y a énormément de paramètres qui ont été testés et aucun de ces paramètres, ni même la somme de tous ces paramètres, c'est très très marginal, n'est capable d'expliquer voilà, ce qui est en train de se passer. Alors, bon, les pouvoirs publics, ils sont conscients de ça, ils ont probablement lu votre livre et d'autres. Comment est-ce qu'ils réagissent? Parce que les autorités françaises et européennes, il y a par exemple eu en France le Grenelle de l'environnement, on en a beaucoup parlé en 2008, c'est plus de 10 ans, 11 ans. On s'était engagé à l'époque, la France s'était engagée, je pense, à réduire l'usage des pesticides de 50% en 10 ans, c'est-à-dire en 2018. Où on en est en 2019? Alors c'est presque comique, c'est parce que c'est un échec qui est tellement énorme qu'on a du mal à comprendre comment ça a pu se produire. Non seulement on n'a pas baissé de 50% en 10 ans, mais on n'est même pas resté stable. En fait, on a augmenté d'environ 18%. Donc on utilise plus de pesticides aujourd'hui qu'en 2008. Exactement, alors qu'il était prévu qu'on en utilise 2 fois moins à échéance d'une décennie. Ce qui veut dire que l'industrie agrochimique est particulière. C'est un lobby extrêmement puissant qui s'infiltre dans tous les niveaux de pouvoir de la société. Absolument. Et ce qu'on voit d'ailleurs, ce que je raconte dans ce livre, c'est comment la science elle-même, la conduite de la science, la manière dont la science a été financée, la manière dont on a choisi des projets de recherche, les directions dans lesquelles on a cherché, tout ça a été lourdement influencé par l'industrie agrochimique. Et au-delà de ça, la manière dont le corpus scientifique a été pris en compte par l'expertise publique a lui aussi été influencé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manipule les études. Je ne sais pas, on va être franc, on va être entre nous. Oui, bien sûr. Il paye les chercheurs. Comment ça se passe? Eh bien, par exemple, je donne des exemples d'experts qui ont réalisé des rapports favorables, d'experts publics, d'experts d'agences publiques qui ont réalisé des rapports favorables à ces néonicotinoïdes, en expliquant que le déclin des abeilles et d'autres pollinisateurs était lié à une multitude d'autres causes, et qui ont été embauchés quelques semaines ou quelques mois après avoir rendu ces rapports. Voilà, et qui reviennent parfois ensuite, à nouveau dans le service public d'expertise, pour retravailler à produire des expertises sur lesquelles les pouvoirs publics vont s'appuyer pour prendre des politiques de gestion ou de régulation de ces produits, et qui ensuite retournent encore dans l'industrie
et l'industrie qu'ils ont eux-mêmes contribué à réguler. Donc on voit qu'il y a une sorte de porosité entre ces agences réglementaires et les industriels. La parole à Thierry Hoquet. Oui, il y a une première stratégie qui consiste vraiment à semer le doute, c'est-à-dire avez-vous vraiment démontré, la science c'est la causalité, est-ce qu'on est vraiment sûr, est-ce que la statistique ne suffit pas pour expliquer. Donc cette stratégie qui consiste à semer le doute, et puis par ailleurs, il y a vraiment une stratégie de réponse du tac au tac. Moi en 2017, j'avais fait un tout petit entrefilé article dans Le Monde, j'ai eu directement une... Qui disait quoi à ce moment-là? Voilà, pour dire l'empathie pour les insectes est un art difficile, mais il faut quand même se mobiliser. Et tout de suite, un message dans ma messagerie de quelqu'un de l'Académie d'agriculture qui se fendait d'une lettre pour me dire vous parlez du DDT, mais savez-vous que le DDT c'est très utile en Afrique? Enfin voilà, avec vraiment l'idée qu'il ne laisse rien passer et qu'il y a vraiment un activisme pro-pesticides à tous les niveaux. Quand on vous entend, à qui est-ce qu'on peut se fier encore? Est-ce qu'il y a des chercheurs, des scientifiques qui sont totalement crédibles sur ces questions? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de chercheurs qui sont totalement crédibles, qui travaillent sur ces questions-là. Le seul problème, c'est que leurs travaux, en général, qui sont pourtant publiés en général dans la littérature scientifique, qui font partie du corpus des connaissances qu'on a acquises sur ce sujet, eh bien, leurs travaux, en général, ne sont pas pris en compte par les autorités dans la manière dont ils régulent ces produits. Ou en tout cas, ils ne sont pas pris en compte à temps. C'est-à-dire qu'on attend souvent des années et des années que le savoir s'accumule avant éventuellement de prendre des mesures de restriction. Si on peut faire le parallèle avec le problème des bébés qui naissent sans bras, par exemple. On voit bien que les autorités de santé publique, elles veulent à tout prix éviter l'angoisse, éviter la peur chez les parents. Donc il y a une volonté de dire « Ah, mais ça n'est pas scientifiquement démontré, donc on peut continuer à fonctionner comme avant. » Donc toujours, comment dirais-je, maintenir le doute scientifique. Ça fait partie, je pense, d'une équation... Qui profite le doute. Voilà, alors l'agriculture, Stéphane Faucard, celle qui doit nourrir bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre, elle pourrait se passer des pesticides? C'est aussi une question que vous posez dans le livre. C'est une question très compliquée. Moi, j'ai pas de réponse. Je suis même pas sûr qu'il existe une réponse univoque. Ça dépend d'énormément de paramètres. Ça dépend de l'emploi qu'on va consacrer à la production de notre alimentation. Ça dépend de l'occupation des territoires. Ça dépend d'énormément de choses et pas seulement uniquement de la quantité d'intrants qu'on va consacrer à notre production alimentaire. Je vous remercie tous les deux. En tout cas, un bouquin passionnant, Le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes au seuil. Merci Stéphane Faucard, merci Thierry Hoquet d'être venu en parler dans le 64 minutes.